Taller de Arquitectura, à la fois sa maison et son agence, l'architecte Ricardo Bofill, auquel on doit, entre autres, le marché Saint-Honoré à Paris, l'aéroport de Barcelone et le building d'Only à Chicago, nous fait découvrir Barcelone, sa ville natale. Barcelone, c'est ma ville, c'est la ville où je suis né. C'est une ville qui m'appartient d'une certaine manière. C'est une ville unique, c'est une ville inappréciable, c'est une ville difficile à comprendre, avec des chemins conventionnels. C'est une ville faite de combinaisons de gens, de combinaisons de quartiers. Et c'est une ville particulière, c'est une ville qui est peu assimilable à des autres lieux, à des autres villes, au moins en Europe. C'est une ville individualiste, c'est une ville faite par des individus, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État à Barcelone, en Catalogne, l'État il est loin. L'État il est à Madrid avec une autre conception du pays, de l'Espagne. Et ici c'est une ville contre-culturelle, c'est une ville dans laquelle on trouve des espaces de liberté pour faire des choses. On a cette impression de liberté et cette impression de qu'on peut faire, qu'on doit faire. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose pour la ville et pour le pays. Autrement, il n'existe pas. Si vous regardez par exemple la Sagrada Familia, que c'est le monument de Barcelone, hein, et vous l'analysez, et vous analysez l'œuvre de Gaudí, là, vous trouvez un peu l'essentiel, l'attitude essentielle de la ville de Barcelone, d'une façon ou d'une autre. Parce que Gaudí, c'était un personnage fantastique, terriblement inventif. On ne sait pas si c'est beau ou laid ce qu'il fait. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne fait pas deux choses égales. Il ne fait pas deux fenêtres égales, il ne fait pas deux portes égales, il ne fait pas deux colonnes égales. Et puis, il invente un peu en dehors du temps. Il invente et il continue à construire, il meurt dans la construction et il fait une œuvre inachevée. Parce qu'il y a la volonté de faire cette œuvre inachevée. Et ça reste dans tout l'art catalan d'une certaine manière. Et Barcelone, c'est un peu ça. La ville, c'est une ville inachevée, c'est une ville en constante mutation, en constante réparation, avec les problèmes qu'ils impliquent. Mais c'est une ville qui a la volonté, la vocation d'être non finie. Tout est non fini et tout a le charme d'être non fini. Mais ça vient aussi de l'XIe siècle, parce que vous voyez la Plaza del Rey, par exemple, avec des bâtiments, avec des tours qui devaient être beaucoup plus hauts et qui ne sont pas finis. Cette place, il est intéressante, au moins, et moi je la trouve très belle. Ici, on est dans les 11e, 12e, 13e, avec des points au 14e. Mais c'est aussi fait par morceaux. C'est jamais une place complètement dessinée, comme à Paris, comme en Italie. C'est une place qui est faite de bâtiments qui se mettent l'un à côté de l'autre et qui doivent se rallier les uns par rapport aux autres. Et c'est ça la caractéristique qu'on est en train de parler. Donc on trouve différentes architectures. Ici on trouve une architecture d'un palais qui est plus composée avec la porte catalane. Mais on trouve cette petite tour qui est très belle avec ses arcades, qui sont des arcades typiquement catalanes. Mais vous voyez qu'il est posé sur des contreforts du XIIIe siècle. Et au fond, avec ces ouvertures que déjà ils sont des fenêtres déjà dessinées, composées, très Renaissance. Et après, il vient s'ajouter avec cet arc non fini sur l'autre, jamais non fini ou jamais superposé, toujours articulé. Il vient se poser cette petite église du XIIIe siècle avec cette tour d'influence arabe parce que c'est octogonal. Ça, c'est un espace qui a une échelle, une dimension humaine, qui est éclectique. Et c'est l'esprit de Barcelone architectural qui se démontre de cette manière. Donc la Barcelone ancienne, il se trouve à l'intérieur d'à peu près 7 pentagones. On trouve tout le quartier gothique, on trouve le vieux quartier, on trouve toute l'ancienne Barcelone, hein, jusqu'au XIIIe siècle.
j'aime les rues de Barcelone. Oui, on est dans la calle Moncada. C'est une rue du XVIIIe siècle dans laquelle il y a de très belles maisons qui maintenant se sont transformées. Et il y a plein de musées, le musée Picasso par exemple, entre autres. Ici, il y a la galerie Met, une autre patio, qui est très beau, et qui est avec cette entrée, avec ces escaliers. On peut rentrer. Ici, on voit comment on peut vivre dans des rues très étroites, dans lesquelles les règles de l'urbanisme moderne ne sont pas applicables. Tout ça, ça serait interdit maintenant. Donc, en passant, on trouve tous ces maisons très belles. Avec un peu quand même ce style arabe toujours de patio. Donc une certaine influence arabe il y a. Ça c'est des façades courantes du XVIIIe siècle, dans un quartier que c'était un quartier seigneurial à l'époque, avec cette église au fond, Santa Maria del Mar. On est dans une église gothique du XIIIe siècle. Ça, c'est un espace très beau, très pur, très sobre, que moi j'aime particulièrement, indépendamment de que ce soit une église ou de sa fonction. En fait, il ne fait pas sa fonction. Ici, on fait des concerts. Ici, il y a des fêtes aussi, de grandes fêtes. Et ici, casuellement, je vous ai amené parce qu'ici, j'ai fait la cérémonie d'enterrement de mon père et de ma mère. Une cérémonie laïque ici, à l'intérieur de cette église. C'est ici qu'on sent un espace intérieur. On marche, on tourne, mais on a la mémoire de l'espace qu'on a vu. La vision de l'espace en architecture, c'est très compliqué. Il faut avoir les yeux très ouverts, l'angle des yeux très ouvert. Il faut bouger tranquillement. Et en même temps qu'on bouge, il faut se rappeler de ce qu'il y a derrière. Et c'est comme ça, derrière et à côté, et c'est comme ça qu'on peut avoir tous les sens de l'espace. Où on aime l'espace et on sent quelque chose de différent et on sait l'interpréter, ou alors c'est un art qui n'existe pas. Ça, c'est le centre politique de Barcelone et de la Catalogne. C'est une place avec deux institutions qui se font la guerre normalement politiquement. Ça, c'est la mairie qui a beaucoup de pouvoir à Barcelone. Et là, c'est le palais du gouvernement où il y avait le président de la Catalogne. Ici se déroulent toutes les manifestations et tous les grands événements. Je crois que la caractéristique de Barcelone, c'est la diversité. Je ne sais pas si c'est une ville très belle ou pas, mais enfin, en tout cas, c'est une ville très, très, très variée et terriblement inventive parce qu'elle n'a rien d'égal. Ça, on est en train de rentrer dans la Rambla, encore avec cette promenade centrale où les gens se promènent toute la journée et le public change. Le matin, le soir, il y a des gens qui sont assis, qui regardent les gens qui se promènent, les gens qui se promènent et qui vont au travail. Ils regardent les gens, c'est comme une espèce de rue théâtrale, théâtralisée. Vous voyez celui-là? Hein? Donc toute la journée, là, jusqu'à 6 heures du matin. Ici, on peut planter la caméra. Dans ces journées, vous avez un film. C'est du théâtre. C'est une rue qui vit 24 heures par jour, avec des publics différents.
gens ne vont pas très vite, les gens vont en se promenant au lieu. C'est côté méditerranéen, les gens ne courent pas pour arriver comme s'ils étaient constamment pressés. Bon, alors là, on est dans la Rambla de Catalunya. La Rambla de Catalunya, qu'il a été dit que c'est cette rue qui va du port à la montagne, comme la plupart de rues. Mais celle-là, elle traverse toute la partie ancienne de Barcelone, toute la partie gothique et toute la partie ancienne de Barcelone avant la destruction des murailles. Et c'était parce qu'en bas, il y avait un fleuve. Cette fleuve, il a été canalisé. Et alors, ça donne cette typologie de rue que moi j'aime beaucoup, que c'est quand il y a quand la promenade il est au centre et les voitures sont à côté, ils ont peu d'importance. C'est pratiquement presque une rue piétonne. Pas seulement une rue piétonne, parce que moi j'aime pas non plus les rues piétonnes qui sont seulement des rues piétonnes, mais la prépondérance est aux piétons. Ici en bas, il y a un dessin de Miro, il est fait dans le sol. Ici, il y a le Palais de Barcelone, c'est un bâtiment de 1800. Il a été fait ici volontairement au milieu du quartier populaire. Là, vous trouvez depuis 1820, par exemple, cette boutique-là. Et à côté, une boutique de souvenirs des Pakistanais, donc des gens comme ça. Donc il y a ce phénomène de l'immigration et ce mélange entre le vieux catalan et l'immigration. Ici, on est dans l'ancien quartier chinois. En descendant la Ramblas à droite, c'était un quartier très pauvre avec beaucoup de prostitution, de drogue, et c'est encore. Et c'est un quartier qu'on essaye de restructurer. Alors, il y a à l'intérieur du quartier des musées, il y a des institutions qu'ils ont mis, même l'université. Et il y a cette espèce de connivence entre des gens qui sont des gens même marginaux, complètement marginaux, avec des étudiants, avec des universitaires, avec cette espèce de grande mixité. Alors ça, c'est une des caractéristiques de Barcelone et c'est une des caractéristiques de Barcelone qu'on veut garder pour essayer d'éviter le ghetto. Je suis pour que dans tout quartier, dans tout îlot, dans toute nouvelle construction, il y ait forcément et obligatoirement un pourcentage de logement social pour une population nouvelle qui s'habite dans le même endroit qu'on faisait dans la Paris ancien, qu'on faisait dans la Barcelone ancienne, dans laquelle les populations étaient mélangées. C'est un effort fondamental pour la ville. Sinon, la ville va être obligatoirement ségrégée. Alors, je trouve ça horrible. Ici, on va au musée d'art contemporain, au milieu de ce quartier populaire, à côté de la bibliothèque centrale mais dans les quartiers populaires qui étaient très dégradés, un peu comme à Beaubourg, disons. Il y a eu une grosse discussion à Barcelone sur les musées d'art contemporain. Où est-ce qu'il fallait placer et qui fallait le faire. Alors on a appelé à un architecte américain qui s'appelle Richard Mayer, qui a fait Canal+ à Paris, mais qui a fait beaucoup de musées, que c'est un grand ami très bon. On lui a donné cet espace, on a ouvert cette place à l'intérieur de ce quartier pauvre de Barcelone. Donc pour continuer à rechercher cette mixité de laquelle on était en train de parler. Et du point de vue architectural, on découvre les monuments ici. Les monuments ne sont jamais au fond d'une perspective, au centre d'une place. Non, les monuments sont placés comme cachés à l'intérieur des quartiers, placés à l'intérieur. Il faut les regarder de côté. Une cathédrale, on ne la regarde jamais d'en face, au bout, mais il faut la découvrir comme ça. Les musées d'art contemporain, que c'est important pour Barcelone, même s'il y a beaucoup de musées séparés, il est placé dans cet endroit que c'est difficile à trouver. Alors ici, ce mélange les gens qui viennent voir le musée, les étudiants, les gens de la rue, avec les enfants qui jouent, à côté des gens qui sont marginalisés. Alors cette espèce de mixité, cette espèce de mélange, ça, c'est Barcelone.
Cette mixité, on la retrouve juste à côté avec le Centre de culture contemporaine installé dans un couvent du XVIIIe siècle. Après, à un certain moment, il y a eu cette expansion économique très forte de Barcelone et il y a eu un grand urbaniste qui a inventé le mot urbanisme d'ailleurs, qui s'appelle Cerdà, Ildefonso Cerdà. Et c'est lui qui a fait, en 1848, les premiers plans de Barcelone, que c'est cette espèce de quadrillage avec ces deux diagonales, enfin cette espèce de plan de Barcelone, fait par des îlots, des îlots qui sont comme ça. Et que c'est des îlots qui ont d'axe à axe, ici, 121 mètres par 121 mètres. Ça, c'est une autre, en faisant ici des angles pour former des placettes, ici, et pour ouvrir la circulation pour qu'il ne soit pas en angle droit. Et avec ça, il remplit un plan uniforme, un plan égalitaire, un plan avec des tramways. Il remplit la totalité, pratiquement la totalité de Barcelone. Un plan très intelligent qui voulait être un plan égalitaire, social. À l'intérieur, on trouve des maisons de ville. Ils vont 20 mètres d'auteur, avec des maisons d'angle, très intéressantes d'ailleurs, et qui viennent remplir la totalité de ces îlots. Et à l'intérieur de ces plans, ils sont venus s'installer toute cette architecture Art Nouveau, avec une série de grands architectes, duquel Gaudí était un peu le représentant. Vous savez que c'est la ville la plus intéressante au monde en Art Nouveau. Ici, l'Art Nouveau s'appelle modernisme. Il n'y a pas de bâtiment égal pratiquement à Barcelone. Il n'y en a pas. On continue toujours cette même typologie, cette même répétition de maisons de ville, une après l'autre, toutes différentes, avec cet immense éclectisme de la ville. C'est pour ça qu'ici, c'est difficile de parler d'un style. Les mouvements en architecture sont très variés. Chaque architecte veut faire sa maison différente et chaque artisan aussi. Ici, on apprécie cette espèce de système d'îlots de Barcelone. Ils ont les angles coupés qui forment cette espèce d'ouverture pour qu'on voit les voitures quand on va croiser. C'était un plan déjà fait avec une idée de circulation. Il y a des maisons de ville qui sont très belles dans cette extension de Barcelone. Celle-là, elle est à Gaudí. Celle de côté, il est à Puig Cadafalch. Celle de côté, c'est un autre grand architecte qui s'appelle Muntaner. Celle du fond, c'est un autre architecte qui s'appelle Sagnière. C'est des grands architectes du commencement du siècle. C'était une espèce de système de compétition. Il y avait une compétition entre la maison et la maison de côté pour voir qui la faisait mieux, qui la faisait plus belle. Toute la question, c'était qui était le meilleur et qui était le plus raffiné, le plus cultivé. Et ça crée une espèce de conscience dans la ville. Conscience générale à partir de laquelle les gens sont intéressés en premier lieu par l'architecture et par l'urbanisme, en premier lieu. Bon, c'est un peu ça. Hein? Même si Cerdà voulait que tous les plans soient un plan égalitaire, en fait, le centre riche de Barcelone, il s'est formé dans cette direction-là, et cette direction-là, comme toujours, vers l'ouest, plutôt vers l'ouest.
Hein, et par contre, vers l'est, c'était la partie pauvre. Alors, quelle est la dernière transformation de Barcelone? Au lieu de venir construire l'ouest, qui est consolidé et riche, venir consolider l'est de Barcelone pour améliorer l'équilibre social, architectural de Barcelone. Comme toute cette partie est fermée à la mer, la première chose, c'est essayer d'ouvrir et que Barcelone il donne sur la mer. La seconde chose, c'est de tourner cette trame urbaine, la tourner vers la mer et gagner toute cette ligne de côte. Alors tout ça, c'est les plages qu'on a récupérées derrière le port. Ils commencent ici. Toutes ces plages-là, il y a 4 km par le moment qui sont faits. Après, un peu plus loin, vous voyez ces deux bâtiments hauts. Et ça, c'est la Villa Olímpica, c'est la partie olympique avec le port olympique. Et c'est là, au bout de ces 4 km, qu'il y a cette opération urbanistique et culturelle qui s'appelle le Forum 2004 de cultures et de civilisations différentes. Ça, c'était l'ancien port. On le transforme petit à petit et ça reste comme un lac intérieur avec beaucoup de vie, normalement, ici. Et on a construit de nouveaux bâtiments comme le World Trade Center, construit par Pei, et le club maritime, avec cette passerelle en bois, que c'est un peu la continuation de Ramblas qui vient ici, qui va continuer jusqu'à l'autre partie. Et puis cette ouverture nouvelle, qu'on vient de finir, là, il y a 3 mois, pour que tous les bateaux d'ici puissent, parce qu'avant ils devaient faire le tour pour sortir, même les bateaux de plaisance, et là ils peuvent sortir directement. Et ça, c'est le terrain gagné à la mer, le nouveau terrain gagné à la mer, sur lequel je vais construire toute une installation, des hôtels, des bureaux, de commerce, de restaurants, etc. Ici, c'est un nouveau gratte-ciel que je suis en train de faire. C'est un bâtiment très haut avec une forme de voile coupée comme une immense sculpture à côté de la mer. Et ça, c'est le nouveau aéroport de Barcelone que je suis en train de faire et qui va commencer à se construire tout de suite. Ça, c'est toute la partie du terminal. Ici, il y a toute la gare de TGV et toute la gare de train qui vient se poser là. Et tout ça, c'est les parkings qui sont surélevés, mais qui sont plantés en zone verte, à côté de cette zone protégée. Ici, on est à la cathédrale, la Taller d'Architectura, c'est ma maison. Cette cathédrale, on appelle la cathédrale. Mais en fait, c'est une ancienne usine, une cimenterie, qu'il y a 30 ans que j'ai transformé, que c'était le lieu le plus obscur, celui qui jetait de la fumée, celui qui polluait tous les villages, considéré les plus laids. Et je l'ai transformé dans mon lieu. C'est ici que j'habite, c'est ici que je travaille. Et c'est ici que je suis bien. Ça veut dire que ça correspond en grande manière à ma façon de voir l'architecture. C'est un lieu inachevé. C'est un lieu transformé. Et du point de vue langage, tout le vocabulaire de l'architecture moderne, il est là. Et c'est un endroit terriblement inspirant, précisément pour cette quantité d'éléments qu'on retrouve. Ici, il y a toute une leçon d'architecture. Cette mur du fond, que c'est un mur aussi de 2 silos, avec ces 2 portes, que j'ai ouverte avec cette architecture pauvre, parce que c'est volontairement pauvre, c'est volontairement industriel, et c'est l'espace qui domine. Mais en même temps, il y a une autre échelle, il y a une seconde échelle qu'on trouve, que c'est une échelle que j'ai introduite, c'est une échelle humaine, c'est une échelle beaucoup plus petite pour pouvoir se mettre dans différents lieux et pouvoir travailler ou recevoir dans différents lieux. Voilà un premier schéma d'une ville au Japon. C'est ce qui est beau dans l'architecture, c'est commencer de rien, de zéro, rien, à imaginer quelque chose qu'après il sera fait et il sera construit et il sera là. Donc c'est la page blanche, c'est la page blanche quand il n'y a rien. On commence à réfléchir, c'est là que c'est l'émotion la plus importante, c'est le moment le plus fort de l'architecture. Commencer, imaginer un nouvel projet. Et c'est ça que je préfère le plus souvent possible.